Ce que je disais au maire il y a quelques instants, on est un pays traditionnellement de littérature et de cinéma. Alors que le son a toujours été un peu mis de côté par, je dirais d'une certaine manière, par les élites, par le monde politique. Je rappelais que le CNC, le Centre national du cinéma, a été créé en 1946, le Centre national de la musique, le CNM, en 2020, c'est-à-dire 75 ans plus tard, ce qui veut tout dire. Et paradoxalement, les musiciens ou les gens du son qui ont été finalement un peu négligés socialement, je dirais, il y a malgré tout un savoir-faire unique en France sur le plan justement de la recherche sonore, sur les développements sonores. C'est notamment avec le service public dont Hervé Desjardins, mon complice et qui est un des patrons du service innovation de Radio France, est un des enfants. Mais c'est grâce au service public français qu'on a inventé la FM, les premiers, la spatialisation dès la fin des années 40 avec des gens comme Pierre-Henry et Pierre Schaeffer, le groupe de recherche musicale qui a été à l'origine de la musique électroacoustique et donc de la recherche sonore. Et donc on a un héritage et on a un savoir-faire français avec notamment aujourd'hui les jeunes start-up qui sont en avance sur beaucoup de pays. Et il y a vraiment, plus que jamais aujourd'hui, avec le développement justement des mondes immersifs, on parle beaucoup de métavers, de réalité virtuelle, de tous ces nouveaux modes d'expression, et on oublie que quand on parle de monde immersif, on parle du visuel. Et on oublie que pour un être humain, le son, c'est le premier, ou l'ouïe, c'est le premier des sens qui nous rend sensibles à l'immersion. Le champ visuel, c'est 140 degrés, le champ auditif, c'est 360 degrés. Et donc le fait d'avoir pour la première fois un lieu où on va pouvoir justement s'exprimer en tant que créateur et partager avec le public une manière différente d'écouter et de percevoir la musique est un vrai game changer, comme disent nos amis anglais. C'est-à-dire que pendant des siècles, notre rapport, nous, à la musique a été frontal. C'est-à-dire que quand on compose avec l'orchestre, quand on compose pour l'orchestre, on visualise l'orchestre. D'ailleurs, je ferme les yeux quand je le dis. On visualise l'orchestre avec les cordes d'un côté, les percussions de l'autre, les bois ou les cuivres à droite. Et finalement, quand on est en studio, on a les haut-parleurs en face de nous. Quand on est en concert, vous l'avez tous vu et expérimenté, on a la sono en face de soi ou l'orchestre en face de soi. Et finalement, on a un rapport 2D avec la musique. Ce qui est assez paradoxal, puisque notre rapport au son dans le quotidien, c'est un rapport justement immersif, à 360 degrés. Et donc, comme c'est toujours la technologie qui dicte les styles et pas l'inverse, le fait d'avoir un dôme aujourd'hui qui nous permet justement de pouvoir apprécier et partager avec le public la musique d'une manière différente va générer pas seulement une nouvelle manière d'écouter la musique, mais aussi une manière de la concevoir pour les créateurs de demain. C'est-à-dire pour tous les jeunes artistes, c'est un nouvel outil qui va permettre justement de pouvoir s'exprimer de manière différente. Et le rock'n'roll, le hip-hop, le jazz de demain seront immersifs et donc dépendront justement de ces nouveaux outils qu'on va pouvoir mettre à la disposition des jeunes créateurs. C'est pour ça que le Mans a développé depuis un moment tout un écosystème sur le son et qu'il faut absolument le promouvoir, en être fier, pour pouvoir justement faire en sorte que ça puisse essaimer au-delà du Mans. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis le premier jour, moi j'étais absolument heureux et honoré de pouvoir, d'une certaine manière, parrainer le Dôme sonore, et puis aussi, avec joie, de pouvoir essayer de contribuer à une réflexion globale sur le devenir de ce Dôme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire et comment allons-nous aussi attirer aussi de jeunes pousses, aussi bien sur le plan technique que sur le plan de la création.